Bonjour Fine Andrine, analyse politique. Comment allez-vous? Bonjour Nicolas, je vais bien, merci et vous-même. Très bien, très bien, très bien, très bien en cette heure matinale. Bien réveillé, pour une fois, dirais-je. Ça a l'air d'être le cas, d'être aussi votre cas. Ça, avec tout ce qui se Alors, passe, évidemment, on se réveille assez facilement, hein. oui. Fine Andrine, habituée sur Géopolitique Profonde, jusqu'à présent des plateaux du soir, et déjà une matinale, je crois, à votre actif. Oui, tout à fait. Vous reviendrez toutes les semaines pour traiter avec nous de la revue de presse. Alors, en ce qui vous concerne, plutôt, c'est vrai, la revue de presse internationale. Mais ce qui n'empêche que, eh bien, on peut évoquer aussi ce qui est de l'ordre du national et l'élément premier je dirais, qui nous occupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Parlement, si j'ose dire, c'est-à-dire la mise en cause par un dépôt de motion de censure qui sera examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale contre le gouvernement de Michel Barnier. J'aimerais savoir si vous avez une analyse de la situation. D'ailleurs, vous pouvez dézoomer ou zoomer comme vous le souhaitez, hein, sur Tout à ce fait. premier thème, revenir où vous voulez revenir, aux origines de la Ve République, si vous le souhaitez même, ou même de la République française, si ça vous chante, en tout cas, pour en arriver à cette situation désastreuse qui ressemble de plus en plus à une crise de régime. Fine. Oui, alors la première chose, c'est effectivement, euh, je pense, c'est important, euh, regarder la société et la politique dans le pays où on vit. Donc même si nous sommes intéressés par ce qui se passe de l'autre côté du monde, et même par exemple en Ukraine ou à Washington, il faut toujours regarder la politique dans la société dans laquelle on vit, parce qu'en fait, nous pouvons impacter la politique où nous vivons, et nous sommes impactés aussi par la politique qui est menée ou qui n'est pas menée à travers les règles, les impôts, les différentes décisions qui sont prises. Donc, je pense qu'il y a un espèce de devoir citoyen, quelque part, de s'immiscer ou d'essayer de comprendre, euh, disons, ce monde politique qui est quand même assez différent du monde dans lequel nous vivons, le monde civil, hein, et en tant que libéral, ou les personnes qui ont des tendances libérales, on souhaite que ce monde politique ait le moins d'impact sur nos vies. C'est la fameuse expression laissez faire, laissez passer, laissez nous faire. Si vous allez voir les entrepreneurs en France, et je ne sais pas si les différents politiques vont si souvent parler avec eux, mais si vous parlez avec les entrepreneurs en France, de petite ou de moyenne taille, ils vont très souvent vous dire laissez-nous faire. Nous en avons jusque-là, nous n'avons plus la capacité de survivre en réalité, ou même donc de se développer, d'investir. Et ça, c'est le futur de la France. Le futur de la France, c'est tous ces millions de petites entreprises. Ce n'est pas le CAC 40, ce n'est pas Matignon ou l'Élysée. Donc, il faut toujours tenir ça en tête. Je ne sais pas si les politiques pensent toujours à cela. J'écoutais la télévision hier après ce qui se passe. Je sens quand même une fascination, un nombrilisme par ce monde politique. On parle souvent de forme, de spectacle. C'est un spectacle politique que nous avons devant nous et on oublie quelque part les raisons profondes pour lesquelles nous sommes arrivés là. La situation de la France, la situation de la France à l'international. Ce monde est beaucoup plus globalisé et mondialisé donc qu'il ne l'était il y a 20 ans. Donc la France, effectivement, est beaucoup plus exposée, mais ça veut dire que la France aussi peut tirer son épingle du jeu, économiquement aussi. On a tendance à toujours voir la mondialisation comme quelque chose disons, d'affligeant en France. Moi, je suis suédois et j'ai une expérience donc en Suède et également dans d'autres pays, mais je vois nettement une différence d'attitude par rapport à la globalisation, la mondialisation. Je pense qu'il faut distinguer entre deux types de mondialisation. La mondialisation économique,
où on parle de libre-échange. Ça, ce sont toutes les opportunités économiques pour les sociétés, pour les entreprises françaises. Et c'est la possibilité pour les Français de pouvoir acheter peu cher des produits qui viennent de loin. C'est le principe du libre-échange. Hein. Et il y a aussi, donc, de l'autre côté, le mondialisme politique qui, lui, est non libéral, qui, lui, est très dangereux même. Et c'est celui-là qu'il faut combattre quand on a disons, des velléités libérales. Donc, pour revenir un petit peu à la situation en France, je pense que sur ce show politique que nous voyons, il a été assez rare pendant la Ve République, effectivement, parce qu'avec Charles de Gaulle et la nouvelle constitution de 58, nous avons introduit un élément disons, de stabilité qui n'existait pas avant. Donc là, on est en train de revenir à une situation instable, assez instable politiquement, qui ressemble plus à ce que nous avions pendant la 4e et la 3e République. Bon, c'est une période qui ni vous et moi nous nous rappelons, mais nous avons lu et nous connaissons à travers nos parents, nos grands-parents, cette situation. Donc, elle est quand même vive dans nos esprits. Et c'est surtout, Finn, une situation de 3e, 4e République, mais avec un président de la République qui, lui, a toujours des super pouvoirs. Et c'est ça qui est choquant. 3e, 4e, c'était un folklore, mais finalement, personne en France n'avait un pouvoir suréminent. On n'en voulait plus depuis les rois, ou ce qu'on imaginait être le pouvoir des rois, d'ailleurs, plus que sa réalité. Alors que là, ce qui, moi, à mon avis, est beaucoup plus grave, et qui va bien au-delà de la crise de la République, ou de la 5e République, c'est le fait d'avoir quand même un personnage qui est dans une situation monarchique, on va dire, extrême même d'ailleurs, qui considère qu'on l'a élu et qu'après, pendant 5 ans, il fait absolument ce qu'il veut. Et ça, je crois que c'est le nœud du problème aujourd'hui. Oui, je pense que effectivement, vous avez tout à fait raison, mais il y a quand même un bémol, c'est que le pouvoir politique ne vient pas que de ce qui est écrit de la Constitution, elle vient aussi de la situation qui peut être créée. Et on connaît très bien l'expression américaine lame duck, un lame duck. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi aux États-Unis un canard paralysé. C'est un président américain qui a perdu, disons, l'autorité. Et donc, constitutionnellement, effectivement, rien ne change. Mais je pense que Macron a perdu de l'autorité, il a perdu du pouvoir politique, donc il ne peut plus faire à peu près ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il est assez silencieux en domaine interne français, il est assez silencieux. Donc ça, c'est typique de ces présidents qui perdent du pouvoir politique, où le pouvoir politique draine de sa personne. Ils ont tendance à se focaliser pas mal sur les événements internationaux, qui est le domaine privilégié du président, parce qu'il a du mal à s'immiscer justement dans cette politique intérieure. Et on voit quelque part que les événements dépassent Emmanuel Macron, les événements en France dépassent. On peut dire aussi que les événements à l'international dépassent Emmanuel Macron, mais parlons de la France un instant. Je pense que les événements dépassent un petit peu Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a réagi, c'était en juin dernier ou en juin, après les élections européennes, en dissolvant l'Assemblée. Et c'est parce qu'il est quelque part en mode réactif. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui a autant de pouvoir politique que cela, même si constitutionnellement on en a. Donc, je pense qu'il faut faire une différence entre le pouvoir effectif réel, qui est quelque chose d'un petit peu plus subtil et délicat, et c'est quelque chose qui dépend de beaucoup de différents facteurs, de support politique que l'on peut avoir par les corps intermédiaires, par les institutions, par l'Assemblée, par le Sénat. C'est tout ça. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de pouvoir sur son précaré. Il fait à peu près ce qu'il veut. Il peut même changer des vitraux sur Notre-Dame de Paris. Il va même très dans le détail.
Il organise avec son épouse les cérémonies des JO. Il va très dans le détail. Et puis, il y a l'attente des Français aussi. C'est-à-dire que tous les regards se portent sur le chef de l'État. Clé de voûte de nos institutions, paraît-il. Oui, mais en même temps, là, la France a besoin de réformes. Mais le président de la République ne peut pas lui-même générer ces réformes. Il faut des décisions, C'est vrai. il faut des actions. Il ne peut pas lui-même faire ça. Donc, Ça, c'est vrai. Macron n'est pas aujourd'hui la solution. Macron devrait être, ou le président devrait être un facilitateur, donc il est élu sur un programme. Mais finalement, le problème aujourd'hui en France, c'est que la France a besoin de réformes profondes qui ont été repoussées depuis très longtemps pour différentes raisons. La France a pu repousser ces réformes et maintenant, nous arrivons à un moment où il y a une contradiction parce que le peuple français non plus n'a pas souhaité ces réformes. C'est pas comme si le peuple français a constamment voté pour ces réformes, mais qu'elles n'ont pas eu lieu parce que la classe politique n'a pas voulu prendre des risques politiques et n'a pas su voter ce qui était disons ce qui était positif pour les Français. En fait, les Français n'ont pas souhaité disons, jusqu'à présent, adapter la société française à la concurrence européenne d'abord et à la concurrence internationale. Donc, nous sommes dans un système qui est celui à peu près d'il y a une génération, mais avec des acquis toujours plus élevés, avec un État-providence, un État social qui est encore plus gros et qui promet des mesures ou qui promet des allocations et des services sociaux encore plus élevés. En France, on rêve, par exemple, de revenir à la période des Trente Glorieuses. Mais les Français oublient souvent que la période des Trente Glorieuses, c'est une période où l'État n'avait pas du tout la taille qu'elle a aujourd'hui et que les services sociaux n'étaient pas du tout aussi développés qu'aujourd'hui. D'ailleurs, les impôts étaient beaucoup plus bas. Donc, on oublie un petit peu cela. Je pense qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas du tout envie disons, de revenir aux Trente Glorieuses quand il s'agit, disons, de la responsabilité personnelle et d'abandonner certains acquis, par exemple les 35 heures, mais il y en a des centaines qui ont été votées depuis Giscard d'Estaing jusqu'à nos jours. Donc, je pense que quelque part, ça part du peuple aussi. Il faut que peut-être les Français disons, prennent conscience que leur société va aller beaucoup mieux si elle passe par une adaptation. Et tant que les Et tout est Français... fait, Finandrine, pour infantiliser le peuple français. On sent certaines origines chez vous qui ont une autre vision où le peuple se comporte, où les citoyens, dans certains pays scandinaves, par exemple, se comportent différemment. Mais la France, en Oui, effet, est oui, affectée de tous les Français, de toutes ces tares, entre guillemets, si j'ose dire. Mais c'est la je France, c'est pense, comme ça. je pense qu'un élément très important, c'est quand même la liberté économique. Parce que dans les pays scandinaves, il y a effectivement un État social très développé, mais ni le peuple, ni les peuples scandinaves, et je peux parler des Pays-Bas aussi, hein, ni les gouvernements ont abandonné le principe de libre marché. Et l'entrepreneuriat, la force de l'entrepreneuriat, de laisser faire justement. Si vous regardez l'indice de liberté économique du Heritage Foundation, qui est très connu, hein, qui suit tous les ans la liberté économique dans tous les pays du monde. C'est très intéressant, très instructif d'aller sur ce site web et de regarder, de comparer. Aujourd'hui, la France se trouve à peu près à la 45e position, derrière des pays comme la Serbie, l'Oman, l'Albanie, la Turquie, des pays qui
il y a 2 générations, étaient pratiquement soit dans le tiers-monde, soit très très peu développés. Et il n'y a aucune raison. C'est ces pays-là qui ont fait des réformes et la France est allée dans le sens contraire. Et ça, je pense que c'est un petit peu la clé. Et c'est ça, c'est cela qui explique aussi pourquoi tellement d'entrepreneurs se plaignent, parce qu'il y a la liberté économique en France est bafouée. Donc, si vous regardez les pays scandinaves que j'ai mentionnés tout à l'heure, ils sont tous pratiquement dans le top 10. Vous avez Singapour, Taïwan, des pays comme ça. Mais donc, pour dire que il y a pas, il faut pas traiter l'Europe comme une seule masse. Et je pense qu'en France, on fait souvent cette différence. On dit la France a besoin de l'Europe et en Europe, nous sommes affligés par, etc. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a des situations économiques très, très différentes. Et, il y a des pays des petits pays souvent, qui, disons, arrivent à résister beaucoup mieux à cette mondialisation. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment la liberté économique. Il faut que la France prenne des mesures pour introduire plus de liberté économique. On voit que la liberté économique en France a baissé depuis les années 90. Et, par exemple, en Suède, qui a fait des réformes, justement, on parlait des réformes, il a fait des réformes sur disons, son État, en réalité, toutes les réformes que la France devrait faire, mais qui a repoussé que la Suède a fait ces réformes des années 90, et la Suède a pris 15 points de plus de liberté économique. Et ça, c'est énorme. Et ça, on le voit dans la santé même de la société et de l'économie. Et c'est ça dont a besoin la France. Je trouve que c'est un tel dommage, un tel gâchis que cette capacité française d'innovation, d'entrepreneuriat ne soit pas utilisée. Il y a une chape de plomb sur la société française à cause de cela. Alors, vous savez, Philandrine, que beaucoup de Français, et nous en avons même dans le chat, sont plutôt, aimeraient bien revenir justement dans ces fameuses 30 glorieuses. Ils ne sont pas nécessairement en accord avec vous. D'ailleurs, alors même si les mêmes diront qu'ils ne supportent pas le Rassemblement national, ex-Front National, c'est le programme. Hein. Ça a été longtemps le programme de Marine Le Pen. Hein. Le retour D'ailleurs, on a toujours dit que c'est absolument impossible. On ne revient pas en arrière. Marine Le Pen, son programme, c'est que ça. On revient dans les 30 glorieuses. Oui, mais donc ça veut dire pas de 35 heures, c'est-à-dire 4 semaines de vacances payées. Ça veut dire retraite voilà. Bon, la retraite, effectivement, elle peut retourner à 62 ans éventuellement, mais vous voyez, je ne sais pas si les Français souhaitent revenir à 4 semaines de vacances payées et oublier les 35 heures. Ce n'est pas une proposition très populaire aujourd'hui, je dirais. Eh oui, mais vous savez bien, on est le pays du progrès, on revient jamais sur nos acquis. Ce qui a été acquis par nos pères nous est conservé éternellement. Alors peut-être, mais à ce moment-là, il faut aussi produire le même type d'effort, parce que le problème, c'est qu'on a cette illusion du progrès qui est que le progrès est constant. On oublie juste la loi de l'entropie. Si on ne fait pas au moins la même chose que nos pères, sachez-le, eh bien, ça tombe nécessairement. Il n'y a pas de société néganthropique. Oui. Donc, il faut au moins assurer un effort équivalent à celui de nos pères. Sinon, rien n'est acquis dans la vie. Oui, exactement. Et ça, c'est un problème quand le politique a trop d'influence sur la société. Il faut regarder la Suisse. La Suisse est un exemple, même si on ne va pas répliquer tout en Suisse, parce qu'il y a des aspects très culturels, très spécifiques en Suisse. Mais personne ne connaît le gouvernement à Berne et le président suisse. Pourquoi? Parce que simplement, il a pratiquement aucun pouvoir. Donc, personne ne le connaît et c'est très bien comme ça. Il y a une délocalisation, il y a une localisation, une décentralisation, il y a du laisser-faire. Et les Suisses ont un PIB par habitant qui est deux fois celui de la France, alors qu'en 1970, la situation était à peu près identique. Donc, on voit le manque à gagner, ce que la France n'a pas pu faire, alors que la Suisse a, disons, doublé par rapport à la France son PIB par habitant. Et ça, c'est des richesses et c'est des vies qui n'ont pas pu se faire en France, malheureusement. Donc, il faut vraiment le traduire de manière très humaine. Mais si on revient un instant à ce spectacle politique, justement, ce qui me frappe aussi, c'est le manque de prévision. Quelque part, nous sommes dans un engrenage parce que
il fallait évidemment prévoir que tout ceci allait se passer. Effectivement, quand on dissout l'Assemblée, on ne peut pas s'attendre à un résultat à peu près identique. Alors, on devrait prévoir un résultat à peu près identique. On nomme Barnier en tant que Premier ministre, alors qu'il ne représente pas du tout ce que les Français souhaitent. Et ensuite, on essaie de faire passer un budget qu'on sait éminemment que le Parlement ne va pas accepter. Donc, on peut imaginer, on peut très bien prévoir que l'article 49.3 de la Constitution sera utilisé. Et on peut prévoir qu'il y aura dans ce cas une motion de censure, c'est-à-dire aujourd'hui, et donc probablement une motion de censure qui va passer, et donc un nouveau gouvernement. Mais qu'est-ce que ceci va changer sur le fond? Donc on est vraiment dans le spectacle politique, parce que le fond, c'est la situation économique de la France. Et elle ne va pas changer avec ce spectacle politique. Il y a vraiment des solutions à prendre, il y a des solutions il y a des solutions, mais ce ne sont pas des solutions faciles, ce ne sont pas des solutions à court terme. Pour réduire la dette et réduire le déficit, je pense il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut se focaliser sur la vie des Français, rendre la vie des Français meilleure. Il faut regarder Milei. Milei, même si on n'aime pas forcément le caractère. Non, mais il n'y a pas que le caractère, il y a sa politique quand même. Elle est quand même très particulière. Mais Milei a vraiment transformé l'économie de son pays en 1 an et plus. Donc, c'est possible, ça, de changer de fond en comble l'économie d'un pays en si peu de temps? On peut aller plus doucement, c'est sûr, mais c'est l'Amérique latine, donc c'est un autre style. Et l'Argentine était quand même très, très mal en point, très, très mal en point, pire que la France. Mais on peut faire des choses assez drastiques, ça peut aller très vite si on a la volonté politique et on a un mandat politique de la part de l'électorat. Là, je reviens à ce que veulent les Français. Les Français, sans vouloir le beurre, l'argent du beurre. On veut vivre bien, on veut avoir une économie saine, mais on veut garder aussi tout ce qu'on a avant. Mais malheureusement, c'est la quadrature du cercle. Ce ne sera pas possible. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.